Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Au cours de cette édition de Parole panafricaniste, nous nous interrogeons Afrique, berceau de l'humanité et de toutes les sciences, l'Égypte, summum des connaissances. C'est notre grande interrogation. Il faut préciser par ailleurs, Mesdames, Messieurs, que les Grecs ont visité l'Égypte Kémet en tant qu'étudiants pour apprendre des Africains. Platon a étudié en Égypte pendant 13 ans. Pythagore a étudié la philosophie, la géométrie et la médecine en Égypte pendant 22 ans. Thalès, le premier philosophe grec, a étudié en Égypte pendant 7 ans. Hippocrate, qui est appelé père de la médecine moderne, a reconnu le multigénie égyptien Imhotep comme le père de la médecine. Le théorème de Pythagore a servi à construire les pyramides d'Égypte en Égypte, bien sûr, 1000 ans avant la naissance même de Pythagore. Mais il faut toujours préciser par ailleurs qu'on nous parle de Pythagore comme étant celui-là qui a créé justement le théorème de Pythagore. Platon a déclaré que l'éducation égyptienne rend les étudiants plus vigilants et plus humains. Platon a dit à ses étudiants d'aller en Égypte s'ils voulaient étudier l'esprit des grands philosophes et surtout des grands enseignants. Hérodote, l'historien grec, a décrit l'Égypte ancienne comme berceau de la civilisation. Eh bien, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez tous les jours sur notre page Panafricaniste TV, nos ancêtres ont ouvert les portes de notre nation aux peuples étrangers. Ces invités ont été accueillis avec respect et honneur, conformément aux traditions africaines. Mais là, ils se sont servis de notre bonté pour anéantir notre nation. Voilà pourquoi, ce matin encore, nous revenons sur ce sujet brûlant, Afrique, berceau de l'humanité et de toutes les sciences, l'Égypte, summum des connaissances. Et bien, pour nous accompagner, le docteur Jean-Paul Bellec, il est astrophysicien. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, et bonjour à toute l'équipe technique, bonjour à tous les téléspectateurs de Panafricaniste TV. Et merci une fois encore de m'avoir invité pour traiter de ce thème qui moi-même, étant plus jeune, était très accrocheur et m'a poussé à faire beaucoup de recherches pour en savoir plus. Justement, parce que nous savons que vous avez fait des recherches là-dessus, on parle de l'Afrique comme le berceau de l'humanité, mais surtout de toutes les sciences. Jusqu'à preuve de contraire, pendant que nous étions dans les écoles, au collège et surtout à l'école primaire, on nous a parlé des grands hommes, des grands mathématiciens comme Pythagore, on nous a parlé par exemple des philosophes comme Socrate et tous les autres. Mais finalement, à un moment donné, dans nos recherches, on s'est rendu compte finalement que toutes ces personnes, certains sont venus justement étudier sur le continent africain. Oui, c'est vrai. Les Grecs, d'ailleurs, les Grecs ne le nient pas. Et lorsque certains Grecs, d'ailleurs, voulaient se présenter comme des usurpateurs, par taisant le nom de leur maître égyptien, il y avait toujours un Grec pour lui rappeler que non, mais toi, tu étais en Égypte, c'est là-bas que tu as appris. Hein. donc, ça s'était fait comment que l'Égypte avait formé la Grèce. Voilà. Et d'ailleurs, on peut même pousser l'étude pour loin. Avant même que les Grecs viennent étudier en Égypte, il y avait déjà une présence africaine en Grèce. Et c'est ainsi qu'on a civilisé les Grecs. Vous voyez, quand on parle des Pelages, les Pelages sont des gens d'origine africaine. Hein. Oui. On les a civilisés et on le voit quand vous allez par exemple dans les îles comme la Crète, vous voyez la statuaire, vous voyez ancienne, hein, je parle dans l'Antiquité, les peintures qui sont restées, oui. Les peintures muraux, et vous voyez bien que ça renvoie beaucoup à l'Égypte, le canon égyptien. Oui. Voilà. Mais il y a un reste, c'est qu'il y a une étude au début des années 2000 qui a été faite par une équipe menée par un Espagnol. Voilà. Et ils sont arrivés à une conclusion. Cette étude partait du conflit yougoslave. Et je donne d'abord la conclusion. La conclusion qu'ils ont donnée, c'est que du point de vue génétique, les Grecs d'aujourd'hui qui sont bien blancs là, vous comprenez? Oui. C'est qu'on peut avoir l'apparence blanche et avoir un fond africain. Les Grecs d'aujourd'hui sont blancs, quand on les voit, ils sont blancs. Mais quand on étudie leur génétique au niveau de... Là, ils ont étudié le groupe HLA. Les gènes. Oui. HLA. Oui, c'est un système. Ça fait partie du système sanguin, non? Oui. Voilà. La conclusion, c'est que les Grecs sont d'origine africaine. Noirs. Les Grecs d'aujourd'hui, là, leur sang parle encore. Je vais réexpliquer un peu comment l'affaire a commencé. C'est pas qu'un jour ils se sont réveillés, ils ont dit on va étudier ça chez les Grecs. Non. Il y avait un conflit en Yougoslavie. C'est-à-dire que la Yougoslavie a éclaté. Et chaque république, la Macédoine, la Serbie, la Bosnie, pas la Serbie, la Slovénie, la Croatie,
la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, bref, tout ça, chacun veut se séparer de la Yougoslavie et créer un État indépendant. Tu te souviens de ça, Steve? Bon, alors, parmi ces États-là qui quittent la Yougoslavie, qui était quand même plus grand que la France, la Yougoslavie faisait à peu près dans les 624 000 et quelques kilomètres carrés, c'est-à-dire pratiquement la taille de la Centrafrique en fait. Oui. Voilà, même la forme, hein, pratiquement. Et donc, il y a une de ces républiques qui s'appelle la Macédoine. Et la Macédoine veut intégrer la communauté européenne. Elle pose sa demande en bonne et due forme. Et sauf qu'à cette époque-là, d'ailleurs ça n'a pas beaucoup changé, je crois, il fallait l'unanimité. C'est que tous les pays doivent être d'accord. Il ne faut même pas qu'un seul pays européen dise non. Si un pays dit non, tu ne peux pas adhérer à l'Europe. Voilà. Donc, tous les pays européens sont d'accord. Bon, on intègre la Macédoine. Bon, c'est tout petit, hein, la Macédoine. Hein. Mais bon, peut-être pour une position géostratégique. Et les Grecs disent niet. C'est les seuls qui disent niet. Pas question d'intégrer la Macédoine. Ou du moins, on les intègre, mais ils changent le nom de leur pays. Mais pourquoi? Et les Grecs ils disent parce que Macédoine, c'est un nom qui renvoie à l'histoire des Grecs. Et les Macédoniens, là, d'aujourd'hui, ne sont pas des Grecs. Les Macédoniens leur font remarquer que le tombeau du père d'Alexandre le Grand, Philippe, venait d'être découvert en Macédoine et pas en Grèce, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas Grecs, puisque le tombeau du père d'Alexandre le Grand est là-bas. D'ailleurs, on les appelle couramment les Macédoniens. Bon, c'est vrai que les Romains ne disent pas Macédoniens. Ils disent Lakédaémonii, ça c'est du latin, oui. Voilà, ça ne sonne pas macédonien. Mais communément, quand on parle d'Alexandre le Grand, on parle d'Alexandre le Macédonien. Bon, donc les Macédoniens disent non. Alors, qui a raison? Donc c'est là que le test génétique qui commençait à être mis au point, oui. À être appliqué pour les recherches au niveau judiciaire, tout ça, voilà, et viennent pour essayer de trancher le débat, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Cette équipe-là s'engage à tester des Macédoniens et des Grecs pour voir si, au-delà de la langue, parce que les Grecs rajoutent que les Macédoniens ne parlent pas le grec, les Macédoniens d'aujourd'hui, ils parlent une langue qui est apparentée à une langue slave, et ce n'est pas du grec. Donc, les généticiens, là, ils se disent qu'on peut très bien perdre sa langue, hein, et commencer à parler la langue d'un voisin. Donc, si on fait un test génétique, on pourra savoir s'il y a une parenté entre les Grecs et les Macédoniens. Ce qui, s'il y a une parenté, ça justifierait, ça donnerait raison aux Macédoniens. Même s'ils ne parlent pas grec, ils sont quand même de souche grecque. Voilà. Et les tests ont répondu non. Donc, donner raison aux Grecs. Il n'y a pas de lien de parenté entre les Macédoniens et les Grecs. Dans ce cas-là, si les Grecs ont raison, les Grecs disent qu'ils renvoient la langue. Vous parlez une langue slave. Donc, est-ce que les Macédoniens sont apparentés aux autres Slaves? On fait le test, la réponse est oui. Bon, mais ils ne se sont pas arrêtés là, Steve. Ils ont dit, alors, les Grecs, eux, est-ce qu'eux aussi sont apparentés aux Slaves à un certain niveau? Et puis, vu de nos jours, on a l'impression qu'il y a un groupe slave et un groupe grec. Donc, on voit que non, la réponse est non. Les Grecs ne sont pas apparentés aux Slaves. Mais quel est ce peuple qui n'a aucun lien avec ses voisins? Parce que là, on est dans le groupe sanguin, là. Oui. Un système de groupes sanguins. Alors, donc, ils étendent donc l'échantillon à toute l'Europe. À chaque fois, les Macédoniens, ça répond positivement. Les Macédoniens sont des Européens, c'est-à-dire au sens où ils sont apparentés aux autres Européens. Mais les Grecs ne sont pas apparentés aux autres Européens. Dans le système HLA, le système des gènes HLA. Alors, bon, la question c'est pas des extraterrestres. Avec qui sont apparentés les Grecs? Donc, on est obligé d'étendre maintenant l'échantillon au reste du monde. Et c'est là qu'on découvre que les Grecs sont apparentés aux Africains. Alors, je vais citer le genre d'Africains dans les questions. Les Bambara, les Wolofs, les Éthiopiens, bref, tout un tas de peuples africains. Voilà. Donc, ils sont apparentés aux Noirs. Et donc, à la fin de leur papier, ils font une hypothèse que le sang noir a dû passer chez les Grecs, certainement à l'époque où les Égyptiens, vous voyez, on retombe dessus, ont civilisé la Grèce. C'est-à-dire qu'il y avait une présence égyptienne en Grèce. Alors, indirectement, sans le savoir, ça c'est pas dans le papier, ils valident les travaux de Cheikh Anta Diop. Parce que si on prétend que le sang noir est passé chez les Grecs à l'époque où les Égyptiens sont en Grèce, pour les civiliser, ça veut dire que les Wolofs et tout ça étaient en Égypte. Exactement. Voilà. Et ça, ils n'ont pas vu. Mais c'est une conclusion que nous, on peut tirer. C'est une conclusion logique. Voilà. Donc, ils ont même validé, sans le savoir,
les travaux de Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, il y a un texte de Jean-François Champollion. Il finit par dire que faisaient les Grecs alors? Je suis là devant les monuments, parce que c'était son premier voyage, et son seul d'ailleurs voyage en Égypte. Il rentre en France 2 ou 3 ans après, il va mourir. Disons d'une maladie bizarroïde. Alors, toujours à l'âge, il avait à peine une trentaine d'années. Donc, Champollion est là, il regarde, il dit, je vois comment les Égyptiens ont fait cet art avec la plus grande finesse. Hein? Donc, c'est pas étonnant, quoi. Hein? Quand les Égyptiens ils font ça, que faisaient les Grecs? Ils faisaient. Enfin, tu comprends? Oui. Et dans ce même texte, il parle des Grecs comme les sauvages habitants de l'Attique et du Péloponnèse. Les deux parties de la Grèce, quoi. L'Attique et le Péloponnèse. Oui. Voilà. Il dit, il en parle comme les sauvages habitants. Il dit, à l'époque où la Grande Égypte a civilisé les sauvages habitants de l'Attique et du Péloponnèse. Tu comprends? Moi, souvent même, je vais plus loin là-dessus. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le présenter dans une émission. À l'époque, je crois, c'était avec Taïou, Renaissance africaine, il y avait Brobasson aussi. Et j'avais fait la remarque suivante. La question est d'où vient l'homosexualité des Grecs? Ce point-là précis peut expliquer, disons comme hypothèse à approfondir. Vous imaginez un civilisé égyptien, il vient en Grèce, il trouve les Grecs qui vivent dans les huttes, mais lui il est civilisé. Mais toutes les femmes grecques veulent aller avec lui. Mais pourquoi le sang égyptien soit passé au temps? Le sang noir, oui. Chez les Grecs. C'est-à-dire qu'ils avaient toutes les femmes à leurs pieds. Donc les hommes grecs n'avaient plus de femmes. Mais quand ils n'ont plus de femmes, ils font quoi alors? Peut-être qu'ils copulent entre hommes. C'est peut-être ça l'origine de l'homosexualité des Grecs. C'est une hypothèse. À mon avis, il faut la regarder de près. Voilà. Donc quand tu me poses la question, l'Égypte non seulement a instruit la Grèce, mais elle a mis sur la voie de la civilisation. Parce que par une présence sur le terrain même. Avant même que les Grecs prennent le bateau pour venir étudier. En fait, si les Grecs n'avaient pas été les enfants des Africains, dont les Égyptiens, tu penses qu'on les aurait ouvert les temples pour apprendre? C'est vrai qu'on les triait, mais quand même on leur a ouvert les temples. Mais est-ce qu'on a ouvert les temples aux Romains? Est-ce qu'on a ouvert les temples à quelqu'un d'autre? Non, mais parce que tu vois bien que les Égyptiens n'ont pas oublié, ils connaissent. Ils ont quand même fait remarquer, les prêtres égyptiens ont dit à Solon, vous les Grecs, vous ne connaissez même pas votre histoire, la profondeur de votre histoire. Nous, ici, nous avons des annales qui peuvent, si tu vas les consulter, ils vont te dire quelle est ton histoire. Donc les Égyptiens n'ont pas oublié que les Grecs étaient leurs enfants. Donc je pense que c'est pour ça qu'on leur a ouvert les temples, on a initié certains. Restons justement dans les connaissances sur le continent africain, que l'Afrique, on parle bien sûr de berceau des sciences et surtout de l'humanité. Je prends le cas justement de l'Afrique du Sud, nous en parlions encore il y a quelques jours en off, vous me disiez, il y avait une connaissance. S'il n'y avait pas eu l'Afrique du Sud, on n'aurait pas eu les pyramides en Égypte. Absolument. Absolument. Et je te remercie de me relancer là-dessus. C'est vrai, parce que d'abord, au niveau même de l'humanité, oui. Il y a eu, l'homme est né en Afrique, bon, ça se situe maintenant entre 200 000 et 300 000 ans. L'homme est né en Afrique, puisque le crâne Homo 1, moi je ne me réfère pas au crâne de Djebel El Iroud, qui est daté de 300, qui a été redaté à 300 000 ans, et c'est ce que beaucoup de gens ont dans la tête quand ils parlent de 300 000 ans. Non, moi, ce n'est pas à ça que je pense. Pourquoi? Parce que ce crâne est un crâne d'Homo sapiens archaïque. Donc, monsieur Hublin, arrêtez votre escroquerie. Fantomas, tu es démasqué. C'est un crâne d'Homo sapiens archaïque. Même moi qui ne suis pas spécialiste de ces choses, je sais reconnaître un crâne d'Homo sapiens archaïque par rapport à un crâne d'Homo sapiens sapiens. On ne faut pas venir tromper les gens. On voit bien les arcades sourcilières. Tout le reste, on voit bien que c'est un crâne archaïque. Il ne faut pas venir raconter des histoires. Un crâne moderne humain est un crâne moderne humain. Et ça n'a aucune ressemblance avec un néandertalien. Donc il faut que ce soit clair là-dessus. Alors, donc, moi je me réfère à la nouvelle datation du crâne Homo 1, découvert à Kibish en 1967 par Richard Leakey, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Voilà. Qui lui-même est un Kenyan d'origine britannique. Parce que la famille Leakey a fait souche au Kenya. Richard Leakey a même été ministre à un moment donné là-bas, au niveau de l'environnement, l'écologie, au Kenya. Voilà. Donc, ce crâne Homo 1, qui au départ, quand Leakey le trouve, on l'estime par des méthodes géologiques, sa datation autour de 130 000 ans, mais avec une très grande marge d'erreur, puisque c'était une datation par les couches stratigraphiques. Oui. En géologie, ça a beaucoup d'incertitudes. Mais ça a été redaté à la fin des années 90 à 195 000, plus ou moins 5 000 ans. Donc ça, c'est une très grande précision. Par la méthode du potassium-argon, c'est très précis. Voilà. Mais ce même crâne a été redaté à nouveau, sauf que là, l'incertitude est encore un peu plus grande. Mais cette fois-ci, il est à 243 000 ans.
plus ou moins 40 000 ans aussi. Donc ça veut dire que ce crâne peut être daté entre 203 000 et 283 000 ans. Donc c'est pour ça que j'ai dit entre 200 000 et 300 000 ans. Je continue à penser au crâne Homo 1. Il est un peu vieilli, sauf que l'incertitude n'est pas bonne. Elle a plutôt été élargie. Mais avec le temps, une nouvelle datation pourra affirmer l'incertitude et peut-être pousser l'âge encore plus vers le haut. Parce que le crâne du vers le haut, il faut l'oublier. Alors donc, effectivement, je disais donc que cette humanité, qu'on dit qu'elle est née, la biologie moléculaire, elle est donc carrément dans les 300 000 ans. Qu'elle est née, pas qu'elle serait née, elle est née en Afrique, voilà, peu importe, en tout cas dans la peu importe où, non. En tout cas en Afrique, oui. Bon, il y a plus de chances soit en Afrique de l'Est, mais quand on est en Afrique de l'Est, c'est aussi bien du Sud que jusqu'en Éthiopie. Hein. Oui. C'est toute la partie Est là. Mais bon, ça pourrait aussi bien être au Cameroun ou ailleurs. Hein. En tout cas, ils sont nés en Afrique. Voilà. Mais il y a eu des catastrophes écologiques très nombreuses. Et à un moment donné, les humains n'ont pas pu prospérer ailleurs en Afrique qu'en Afrique du Sud. Donc c'est la population sud-africaine qui a repeuplé non seulement le continent, mais le reste du monde. Donc voilà pourquoi je pense qu'on trouve beaucoup d'éléments importants en Afrique du Sud qui sont vieilles. Tout à l'heure, tu as parlé du théorème de Pythagore, dit de Pythagore. Il n'est pas Pythagore. Donc dit de Pythagore. Parce qu'il faut quand même dire dit de Pythagore. Ce théorème dit de Pythagore n'étant donc pas de Pythagore, mais on le retrouve en Égypte ancienne. Oui. Donc on pense qu'il est donc égyptien. Il est égyptien. Non, il n'est même pas égyptien. On le trouve dans la grotte de Blombos. Il y a moi je les ai étudiés de près. Et ça, je vais te dire une chose, c'est des connaissances que j'ai et que je partage seulement avec mes élèves, certains de mes élèves qui ont atteint, qu'on a déjà traversé ça. C'est que ce n'est même pas quelque chose qui est connu même par les gens qui ont trouvé cela. Même parmi nos frères qui étudient ces choses, je pense par exemple à Jean-Paul Fouguin, à Cheikh Mbacké Diop ou à Omo Toundé que parfois j'écoute aussi, quand ils parlent des mathématiques, je ne suis pas sûr que ce que je dis, ils le connaissent. Donc, quand je vais donner mon numéro de téléphone, eux-mêmes, ils doivent me contacter. Parce que moi, j'ai approfondi, j'ai des connaissances que eux, ils n'ont pas. Il faut, je pensais même au professeur de mathématiques, Pascal Kossi Adjagmabo. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent ça. Allez, il fallait regarder de près. Moi, je ne vais pas expliquer, ils n'ont qu'à me contacter. Je vais seulement dire de quoi il s'agit. Il y a deux objets en ocre rouge qui ont été trouvés à Blombos, qui sont datés de plus de 80 000 ans. Ce n'est pas 80 000 ans, c'est marqué plus de 80 000 ans. Ok? Ce sont les perles, on a trouvé 41 perles à Blombos et plus d'une centaine dans une autre grotte plus loin, la grotte de Pinnacle Point. La grotte de Blombos, elle est au large de l'océan Indien. Hein. C'est une grotte qui donne sur l'océan Indien. C'est à peu près à 290 km à l'est du Cap, dans la province du KwaZulu-Natal. Toujours la même province, vous montez un peu plus au nord, vous avez la grotte de Pinnacle Point. Là, on trouve des objets encore plus vieux. Mais ce qui nous intéresse, c'est la géométrie. La géométrie, c'est dans la grotte de Blombos. Je dis que les perles, là, eux, ils sont datés de 75 000 ans. Plus de 75 000 ans. Mais les objets mathématiques, là, les deux objets en ocre, c'est plus de 80 000 ans. Et c'est dans un de ces objets, on a le théorème de Pythagore. Dit de Pythagore. Donc, c'est même pas en Égypte. Il est marqué là. Il faut vraiment savoir lire. C'est marqué. Parce qu'ils ont écrit sans écriture. Steve, est-ce que tu comprends ça? Il faut comprendre une chose. Hein. Quand on dit écrire, tout le monde pense d'abord à l'écriture fixer le son. D-A-ba, le son ba. D-A-da, le son da. Mais si tu écris un nombre, on ne dit pas écrire aussi. Justement. Voilà. Donc, avant de fixer le son, ça, ce n'est pas évident. Ça, c'est l'Égypte ancienne. Fixer le son. On a d'abord fixé le nombre. Juste écrire un nombre. Ça, c'est l'Afrique du Sud déjà. Et l'achèvement, c'est à Ishango. Dès que tu sors d'Ishango, ça y est, tu es déjà dans la grande vallée du Nil, le Soudan, l'Égypte. Oui. Okay. Bon, mais c'est écrit. Donc, ça dépend des techniques d'écriture. Comment écrire quelque chose quand on n'a pas d'écriture où on a fixé le son? Si tu sais lire, c'est écrit dans Blombos. Le théorème dit de Pythagore est là. Il est là à travers les trois nombres pythagoriciens, à savoir 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Et on voit bien le triangle rectangle. Il est là, il est visible. Triangle rectangle. Il y a même d'autres éléments, même des notions comme factorielles, y figurent. Restons toujours dans les connaissances. On parle du Soudan, on parle pas beaucoup du Soudan. Pourtant, il y a plus de 3000 pyramides rien qu'au Soudan. Et c'est la logique, parce que tu vois, l'histoire des mathématiques, en Afrique du Sud, on est beaucoup plus dans les mathématiques, parce que oui, même quand tu parles des pyramides, il y a les mathématiques dedans, la construction, il y a les mathématiques dedans. Oui. Voilà, c'est une histoire sud-nord. Blombos, en Afrique du Sud.
Un peu plus au nord, tu as le Bombo, dans les monts Lubumbo, où pour la première fois on peut dire que l'homme compte, parce qu'il a mis des encoches sur un os, péroné de babouin de 7,7 cm. Voilà. Tu continues, tu as Ishango. Là, officiellement, on appelle ça les os d'Ishango, mais en fait c'est des bâtons de comptage, parce que les gens prouvent que c'est des os, en fait. Des bâtons de comptage. Puisque, oui, quand tu les prends comme ça, tu n'as pas l'impression de tenir des os. Bon, déjà ça a été minéralisé à cause du mont Katwe, qui est en Ouganda, qui entre-temps a explosé à 1700 dans toute la région. Donc ça s'est minéralisé. Voilà. Donc ces deux bâtons de comptage là on voit les mathématiques. L'invention des mathématiques, c'est Ishango. Oui. Je vois là, dernièrement au Montonde Kalala, il a repris ça avec les symétries. C'est les travaux que j'ai fait. Hein. C'est mes propres travaux. Ce sont mes travaux, Steve. Je le dis. Hein. Jean de Hanselin a commencé, mais moi j'ai creusé l'affaire. Et d'ailleurs j'ai travaillé avec les gens du musée de Bruxelles. Hein. Yvan Jadin, je connais bien. Voilà, ils m'ont même donné le rapport de Jean de Hanselin de 1957. On a un extrait sur Internet, mais moi j'ai le rapport qui fait près de 1000 pages. Voilà, sur Internet, il y a un fichier. Celui qui veut, je peux lui envoyer le fichier. Voilà. Donc, tu as Ishango. Tu vois bien qu'on vient de faire un parcours. On est déjà à 15 km au nord de l'équateur. Oui. Et on continue. On tombe. Parce que les points de harpon, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Les points de harpon. Voilà. Qui se propagent jusqu'à arriver en France. Gorge de Pêche-Merle. Okay? On voit comment, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, il y a rajeunissement. C'est de plus en plus jeune. Les plus vieilles pointes de harpon sont au Congo, à Katanda, 160 000 ans. Et double barbelure. Simple barbelure, c'est à Ishango, 25 000 ans. Et maintenant, à partir de là, ça se diffuse. C'est plus tu t'éloignes, plus c'est jeune. Par exemple, tu vois, Ishango, 25 000 ans, tu vas arriver au niveau des HS Shahinab, ça c'est au Soudan. Peut-être là-bas, on va dire c'est 17 000 ans. Et tu arrives maintenant au Fayoum en Égypte, peut-être c'est 10 000 ans. Pareil, tu vois, sur Bamako, peut-être là c'est, mettons, 18 000 ans. Tu arrives à Dakar, mettons, c'est 13 000 ans. Et en France, ça donne des 6 000 ans, 7 000 ans. Donc tu vois le transfert de technologie. Et là, en ce moment-là, l'Égypte devient le sommet de toutes les connaissances. Puisque c'est là, voilà, dès que tu passes le Soudan, ok, tu es en Égypte, tu vois bien que tu es au terminus de l'Afrique. Donc c'est normal, soit ça le sommet, mais permet-moi de préciser des connaissances dans l'Antiquité. Parce que depuis, il y a eu d'autres progrès qui ont été faits quand même hors d'Afrique. Okay? Donc c'est le sommet des connaissances dans l'Antiquité. C'est que c'est là. Et il y a une continuité. Hein. Les traditions égyptiennes, on les voit déjà à Blombos. On voit bien que c'est une continuité dans le temps, du sud vers le nord. Et arrivé en Égypte, toutes les connaissances ramassées, accumulées par les ancêtres, convergent là. Je vais même te dire mieux, je sais quand elle le dit, c'est que dès qu'il y avait même une découverte faite ailleurs en Afrique, un peu comme les Occidentaux le font. Oui, on est là, c'est la vitrine. Il faut que les Égyptiens ont ça. Et que dès que quelqu'un fait un truc important, il faut qu'il ramène ça avant le pharaon. Les Occidentaux font pareil que les États-Unis. C'était notre vitrine. Et que, sinon, chacun a sa petite part. Non, on cumulait tout là en Égypte. Dans l'Égypte, tu as raison, c'est le summum. Nous situons l'époque dans l'Antiquité. C'est vraiment le summum. D'ailleurs, nulle science ne peut pas ne pas être africaine. Quelle science? Par exemple, on parle de MHD, lorsqu'on parle des apons hypersoniques. La MHD n'existerait pas si les connaissances africaines n'avaient jamais existé. On est d'accord? Même le fait qu'on soit habillé, l'homme là qui fait les mathématiques n'était pas nu, il était habillé. C'est dernier temps. Il a inventé l'aiguille à chasse qui n'a pas changé depuis aujourd'hui. C'est dernier temps, justement, il y a pas mal de révélations qui arrivent. Les meilleurs habits venaient justement de l'Égypte, du Soudan, de l'Afrique du Sud. Oui. On voit aujourd'hui certaines cartes, on ne va pas également oublier les hiéroglyphes du côté de l'écriture. Oui, du côté de l'Égypte, qui nous montrent justement des gens bien habillés. Oui. Aujourd'hui, tricher finalement au XXIe siècle. Je n'ai pas bien compris. Tricher au XXIe siècle. Il y a quelques photos, les Occidentaux. Ah oui, bien sûr. Par exemple, oui, tu sais comment ils font. Par exemple, s'ils veulent montrer que l'Égyptien est rose, tout le monde entend, il suffit d'aller en Égypte. Même il suffit de capturer seulement une capture d'écran, tu vois bien que les peintures égyptiennes, c'est le marron, la couleur de peau qu'ils essaient de rendre. Non? Voilà. Mais tu sais comment ils font? Alors, ils mettent des filtres et ils prennent la photo après le filtre pour faire rose. Et puis ils ont les traités avec les Égyptiens, ils disent qu'ils veulent refaire les peintures, ils sont en train de les abîmer, dépigmenter les peintures, je te jure, c'est criminel. Parce que c'est la pensée talmudiste, anti-nègre, à fond. La pensée talmudiste est négative pour l'humanité, mais elle est d'abord anti-nègre. Il faut qu'ils se justifient. C'est-à-dire qu'il faudra les mettre la main sous le collet et leur dire, justifiez-vous. Qu'est-ce que vous avez contre les nègres? Dites là que vous avez contre les nègres. Et faites attention à votre réponse. Hein. Parce que selon la façon dont vous répondez, nous on peut trancher d'une façon ou d'une autre. Il faut que Raki dise un jour à l'humanité. Parce que les nègres, c'est la première humanité du monde. Qu'est-ce que vous avez? Parce que si c'est contre les nègres, vous savez que c'est contre l'humanité. D'ailleurs, tu vois qu'ils sont contre l'humanité.
Tu as vu le Covid, qu'est-ce qu'ils en font? Oui. Et qu'est-ce qu'ils nous promettent encore? Ils sont contre. En fait, je pense que quand ils voient les nègres, ils voient la première humanité. Donc ces gens-là sont contre l'humanité. Et comme les nègres, c'est la première humanité, ils sont contre les nègres d'abord. Pour terminer, sortie de cette édition, Dr Jean-Paul Bellec, que dire aujourd'hui aux jeunes Africains? Ils sont forts, leurs ancêtres étaient très intelligents, ils étaient sages, c'était les maîtres de la science, c'est les maîtres de l'humanité et surtout des connaissances. Oui, si, mais je ne veux pas mettre ça dans un passéisme, parce qu'on n'a jamais cessé d'être trop fort. Oui. Ce qui s'est passé en Afrique, c'est la désorganisation. Tous les États qui sont restés organisés, par exemple le royaume Haoussa, ont produit de très grands mathématiciens. Je vais donner un nom, Mohamed Ibn Mohamed Al-Fulani Al-Kishnawi, l'inventeur de la théorie des groupes, 1731, un siècle avant Évariste Galois, à qui on prête l'invention de la théorie des groupes. Or, elle revient à Mohamed Ibn Mohamed Al-Fulani, dont Mohamed, fils de Mohamed, Al-Fulani, le Peul Al-Kishnawi de Katsina. Oui. Katsina, c'est un État au nord du Nigeria, c'est un État Haoussa. Pourquoi on a pu produire? Mais il n'y a pas seulement, même en Centrafrique, hein, le maître même de Mohamed Ibn Mohamed, il s'appelait, nous sommes là au XVIIIe siècle, je l'ai dit. Il est mort en 1741 en Égypte. Oui. Parce que revenant d'un pèlerinage à la Mecque, il est resté en Égypte. Et ce sont ses élèves même qui ont recopié ces œuvres, et ces œuvres se vendent partout. Il n'y a pas encore longtemps, en 2004, un de ces manuscrits a été vendu autour de 150 pages, a été vendu par la firme Bonham. Bonham, ils prononcent Bonham les Anglais. Bonham, c'est comme Sotheby. Je crois que c'est la troisième ou la deuxième, si ce n'est pas la troisième, c'est la deuxième grande firme de vente aux enchères en Angleterre. Bonham. Ils ont vendu en 2004 un manuscrit de Mohamed Ibn Mohamed Al-Fulani Al-Kishnawi. Et ce qui est bien chez Mohamed, c'est qu'il a toujours marqué tout son nom complet. Donc tu ne peux pas nier ses origines. Puisque c'est marqué, il a beau vivre en Égypte, il s'est marqué Mohamed, fils de Mohamed, le Peul Al-Fulani Al-Kishnawi du Katsina. C'est clair. Et même à la bibliothèque du Congrès américain, il y a des ouvrages de Mohamed Ibn Mohamed. Oui, j'ai trouvé comme ça en tapant. Je suis entré dans la bibliothèque, j'ai trouvé. Ils m'ont sorti la référence. Je peux te montrer. Pas plus tard que dès qu'on finit l'émission, je vais te montrer. Voilà. Et donc, je veux dire que la créativité africaine n'a jamais cessé. Par exemple, on parle de l'exploitation du fer et la fabrication de l'acier. Mais attends, au début du XXe siècle, les Haya, c'est une population, un peuple là-bas en Tanzanie, ils fabriquaient le meilleur acier du monde, mieux que celui des Anglais, mieux que celui de Birmingham. C'est reconnu par les Anglais eux-mêmes. La césarienne, il y a un docteur Feinstein qui dit, on est là au 19e siècle, il va en Ouganda, il voit un médecin en train de faire la césarienne, alors que jusqu'au 19e siècle, les Européens ne pratiquent pas correctement la césarienne. Il y avait beaucoup de morts. C'est que quand on disait césarienne, le pourcentage de morts était très élevé. Il explique, et il montre comment comment dire, tuer les microbes là. Oui. Ils n'ont pas anesthésié, Stérilisé. Stérilisaient, voilà, avant d'opérer. Et ils ont qu'on appelle ça là, pour faire les opérations, les couteaux là, pour faire les opérations, on appelle pas couteaux, on appelle ça les Bistouri, tout ça. bistouri, ils ont tout ça, voilà. Donc, et ça c'est pour dire que tout ne s'est pas arrêté avec l'Égypte, ou l'Empire du Mali, ou Ghana, ou Mali, ou Zimbabwe, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et puis, alors maintenant, au niveau des constructions, ça ne s'est pas arrêté avec l'Égypte non plus. Hein. Nous avons toute la civilisation swahili quand même. Les maisons swahili sont encore là. On les voit. Et puis, le palais de Njoya, ici au Cameroun, c'est quand même les Camerounais qui l'ont construit. On n'a pas été à faire appel aux Chinois, aux Allemands, je ne sais pas à qui. Ce sont les Camerounais. Et le palais tient encore debout. D'ailleurs, c'est devenu un patrimoine de l'UNESCO, de l'humanité, à l'UNESCO. Donc, cette tradition, non, ce qui s'est passé, c'est que le royaume Haoussa était assez puissant pour résister. Les Portugais l'ont écrit, qu'ils ont peur des Haoussa, parce que c'est une force militaire. C'est parce qu'on a été désorganisé. Oui. Et pour développer la science, pour organiser l'exploitation des matières premières ou la transformation des matières premières, construire des routes. D'abord, il ne faut pas qu'on vienne te les détruire après. On le voit. On voit maintenant comment les Occidentaux ils font, non? Ils ont détruit l'Irak, la Libye, tu vois. Tu fais à peine qu'ils viennent détruire. Il faut que tu aies une armée assez puissante qui garantit la sécurité à tes savants, qui garantissent que tes réalisations peuvent se pérenniser, tu vois. Les chroniques historiques peuvent se pérenniser, la société fonctionne normalement. C'est là qu'on a été désarçonné, avec l'esclavage d'abord et après la colonisation. C'est ça qu'il faut remettre. Et c'est pour cela, tous les Africains qui signent des accords militaires aujourd'hui avec la Russie, et parce que l'Occident c'est l'ennemi. Ce qui nous a détruit tout le temps, c'est pas l'Occident.
Même quand on est chez eux, là, qui continue à nous maltraiter, ce n'est pas l'Occident. C'est toujours eux. Voilà, donc, comme tout pays qui sort d'une mauvaise passe a besoin d'avoir des alliés qui l'aident à se rétablir, tous les accords militaires signés à la Russie, ceux qui les font, ce sont des gens qui voient clair. Parce que sans puissance militaire, on n'ira nulle part. Avant même de faire, la devise égyptienne, c'est vie, on est en vie, n'est-ce pas? Oui. Après, c'est force. Et après la santé. Avant la santé, la force d'abord. Parce que si tu n'es pas assez fort, on va faire dégrader ta santé en t'imposant des conditions de vie pas possibles. Okay? Donc, il faut qu'on assure une force militaire. Et là, tu vas voir le génie africain s'exprimer, parce qu'il n'est jamais mort, et encore plus s'exprimer, parce que notre devoir à nous, les générations qui viennent après nos ancêtres, c'est de faire mieux que eux. Parce que eux, ils ont fait. Mais quel est notre rapport? C'est d'abord de revoir ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que j'invite tous les gens à mon enseignement. Il faut, par exemple, quand on parle de l'eau du Shango, il ne suffit pas de savoir que l'eau du Shango c'est comme ça, il y a ça. Il faut aussi essayer de se mettre à la place de ces ancêtres lointains là, pour penser qu'est-ce qui l'a amené à penser à faire ça? Quelle est la méthode utilisée? Voilà. Donc je pense que quand tout ça sera rétabli, et ça en voit, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas dormir dans le passé, il faut dire qu'on doit faire mieux que nos ancêtres et occuper la place qui nous revient en tant que peuple, en tant que continent, en tant que première humanité dans cette humanité-là. Sinon, avec les tablilistes, c'est la perdition. Donc si tu me permets, Steve, je vais encore redonner mon numéro. D'autant plus que là, on parle de science et je pense que peut-être que je n'ai pas assez dit. Voilà, donc s'il y a des questions, si les gens veulent... Voilà, donc c'est pareil, 00237 pour le Cameroun. Ensuite, 671 85 77 05. Donc 00237 671 85 77 05. Tous les appels bienveillants sont bienvenus. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul Belek. Merci Steve de m'avoir invité et donné l'occasion de m'exprimer à nouveau sur un sujet comme celui-là qui m'a intéressé depuis ma plus tendre en France. Merci. Et je continue dedans. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons vie, force et santé. Bonne journée à toutes et à tous.